Merci à vous tous de participer à ce deuxième webinaire de la Fondation Après tout. C'est le deuxième puisque la précédente conférence qui a été organisée en janvier, qui était aussi animée par Élodie, a porté sur le temps et notre rapport au temps, notre rapport à l'incertitude pendant cette crise. Donc cette conférence, elle sera accessible d'ici 1 ou 2 jours sur le site de la Fondation. Vous pourrez cliquer, on a créé un petit compte YouTube pour que vous puissiez avoir accès à cette conférence. Donc aujourd'hui, on va passer d'abord un tout petit moment à présenter la Fondation Après tout, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ça va juste durer quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Élodie fera sa conférence. Pendant cette conférence, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions au travers du mode discussion ou chat que vous avez en bas. N'utilisez pas le modèle questions et réponses, mais utilisez le modèle discussion. Et Vincent fera une synthèse de vos remarques et de vos commentaires, ce qui permettra d'animer un débat après la conférence d'Élodie sur justement les questions que vous auriez posées. Et puis éventuellement, on pourra permettre à certains de poser des questions si on a un petit peu de temps. Notre objectif, c'est vraiment de terminer vers 2h moins 5 pour que vous puissiez, pour ceux qui travaillent, recommencer à travailler à partir de 2h. Voilà. Donc, je vais partager mon écran et vous utilisez un petit PowerPoint qui va vous permettre de présenter la Fondation Après tout. Alors, j'espère que ça se passe bien. Élodie et Vincent, si ça se passe bien, dites-le moi. Parfait, on peut y aller. OK. Voilà, je suis en plein écran. C'est bon. C'est bon, impeccable. Donc, la Fondation Après tout est une fondation qui est sous égide de la Fondation de France. Sous égide de la Fondation de France, ça veut dire que c'est une fondation qui a sa propre autonomie, mais qui, étant sous égide de la Fondation de France, a de fait un contrôle permanent qu'exerce la Fondation de France pour garantir que les actions que mène la Fondation Après tout sont bien conformes à sa raison d'être, telle qu'elle a été présentée à la Fondation de France. C'est important parce que, bien évidemment, il faut une saine gestion des coûts. Il faut que les donateurs soient rassurés que ce qu'ils vont donner parte bien pour des projets. Donc là, la Fondation de France est le garant de cette chose-là. Alors pourquoi la Fondation Après tout a été créée il y a maintenant une dizaine d'années? Elle a été créée par un groupe de Lyonnais qui avait vraiment la conscience qu'une société responsable qui va prendre soin des accueillants de la vulnérabilité, c'est-à-dire de tous ces professionnels des secteurs du sanitaire, du social, du médico-social, du judiciaire et du pénitentiaire. Au fond, leur métier, c'est de prendre en charge, prendre soin des gens les plus vulnérables. Et donc, nous, on considère que ce sont des accueillants de la vulnérabilité. Et on se dit que si on prend soin des accueillants de la vulnérabilité, eh bien, au fond, on prend soin des plus vulnérables. Et si on prend soin des plus vulnérables, eh bien, au fond, la société prend soin d'elle-même. Mais donc voilà, la Fondation Après tout, son objet, ce n'est pas de se préoccuper directement des gens en situation de vulnérabilité, mais d'accompagner ceux et celles qui ont fait choix de faire de leur métier, et bien voilà, l'accueil de cette vulnérabilité, parce que c'est un choix souvent extrêmement engageant. Et notre société, elle bouscule parfois ces accueillants de la vulnérabilité, et c'est bien qu'une fondation de la société civile se préoccupe de cette question. Et donc, pour se préoccuper de cette question, il y a 3 axes essentiels que suit la Fondation Après tout. Le premier, c'est de soutenir des projets individuels, souvent d'ailleurs des projets de formation. Élodie pourra vous en parler, puisque c'est comme ça qu'on a eu le premier contact avec Élodie. Des médecins qui veulent avoir des formations complémentaires, des jeunes femmes qui veulent devenir des infirmières, et puis aussi des projets collectifs. Par exemple, des personnes qui veulent créer un espace de pensée autour du soin. Je prends l'exemple du café santé, par exemple. Voilà, on va accompagner ce genre de projet, ou individuels ou collectifs, mais qui sont autour de ce métier et qui sont à dimension éthique et humaine. Le deuxième axe, c'est ressourcer. C'est permettre à ces professionnels, à un moment donné, de pouvoir se rencontrer, être écoutés, échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, analyser leurs pratiques, parce qu'on a constaté que ce qui se passe dans le sanitaire
Il se passe souvent la même chose dans le social, souvent la même chose dans le médico-social ou dans le judiciaire ou dans le pénitentiaire, et que les professionnels puissent échanger leurs pratiques, eh bien, tout le monde en tire profit, et aussi, hein, c'est important de pouvoir échanger, écouter sur sa pratique et son métier. Et puis le troisième axe, qui est celui qui est un peu qu'on partage aujourd'hui, c'est produire de la pensée. Pourquoi c'est important de produire de la pensée? Parce que, au fond, il y a une dimension extrêmement philosophique dans ceux et celles qui ont fait le choix d'accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, qui vont se dire, on a individuellement une responsabilité par rapport aux plus vulnérables. C'est pour ça que nous faisons société. Eh bien, comment est-ce qu'on peut écrire, réfléchir, parler sur cette question de manière à essayer d'aller vers une société où on est meilleur vivre ensemble, puisqu'on accompagne de manière intelligente ceux qui sont accompagnants de la vulnérabilité, et donc on accompagne les plus vulnérables. Alors, pour en savoir plus, parce que je ne vais pas m'étendre, on a un site qui s'appelle apréstout.fr. Hein, ceci vous en dira plus, c'est très détaillé. Il y a qui nous sommes, ce que nous faisons, il y a des exemples de projets. Et puis, si vous souhaitez, vous pourrez aussi éventuellement faire un don. Hein. Donc maintenant, voilà pour la Fondation Après Tout. N'hésitez pas aussi, si vous aviez des questions, à utiliser le mail qu'on vous a indiqué pour nous contacter. Si vous avez des questions sur la Fondation, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà pour la Fondation. Et donc, bien évidemment, la séquence d'aujourd'hui, qui est faire face à l'inattendu, s'adapter, innover, qui sont au fond des défis posés par la crise sanitaire. C'est aussi une manière de réfléchir à la vulnérabilité, parce que ça nous a aussi renvoyé à notre propre vulnérabilité, hein, cet inattendu. Et la vulnérabilité est souvent une situation d'inattendu compliquée à gérer. Donc on est bien dans ce domaine-là, et au fond, nous aussi, on s'est approché de ce que pouvait être, nous, quand je dis nous, qui ne sommes pas en situation de vulnérabilité, on s'est approché de ce que peut être une situation de vulnérabilité. Donc c'était intéressant de se poser cette question et de réfléchir. Et on a demandé à Élodie de le faire. Hein. Donc Élodie, elle se présentera elle-même, mais elle est philosophe, conférencière. Elle est chargée de mission à l'espace réflexion éthique régional. Hein. Donc c'est une mission extrêmement importante. Hein. Mais je vais laisser Élodie en parler plus précisément, et je vais lui passer l'écran tout de suite. Donc je vais fermer ma propre présentation, et je vais mettre celle d'Élodie. Je vais passer l'écran à Élodie. Je ferme mon écran, Élodie, et je vous laisse l'écran. Super, merci beaucoup Pierre. Alors je vous demande juste une petite minute pour justement partager mon écran. Comme ça, on est bien. Hop là. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout marche bien? C'est parfait. C'est parfait? Oui, tu peux dire. Et bien, du coup, je pense qu'on peut commencer. Donc, je vous remercie, hein, Pierre, pour cette présentation. Et je remercie la Fondation Après Tout de m'avoir sollicité une nouvelle fois pour réfléchir à une thématique fort intéressante dans le cadre de la situation actuelle, mais qui va nous permettre de penser les choses d'un point de vue aussi un peu plus général. Hein. C'est tout l'enjeu de cette mission que vous avez à la Fondation Après Tout, de réfléchir, de produire de la pensée. Et effectivement, toujours avec comme axe cette pensée de la vulnérabilité dont on va reparler encore cet après-midi. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous propose de commencer avec le partage de ce support que je vais commenter. Et puis, on aura un moment ensemble après ça pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur certains points. Alors, effectivement, il est question d'aborder cette thématique de l'inattendu, qui est une thématique intéressante, et si pour certains d'entre vous, vous étiez présents la dernière fois, qui peut être en lien avec des choses qu'on a pu dire, donc c'est intéressant, parce qu'il y a une cohérence avec la réflexion qu'on a commencé un petit peu à mener. Alors, en réfléchissant spontanément à la question de l'inattendu, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, j'avais en tête en fait une phrase qui est un peu connue parce que popularisée et surtout attribuée à quelqu'un qui est connu, qui est Jean d'Ormesson, et qui dit la chose suivante, hein, tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Alors, sous-entendant que de cette notion d'inattendu et de cette rencontre de l'inattendu ne peut surgir que du positif, ou en tout cas du bonheur. Alors,
mon propos cet après-midi, ce n'est pas de vous parler ni du bonheur ni de Jean d'Ormesson, même si finalement on peut tourner autour de la question du bonheur, et ça aurait été intéressant de parler de ça et à la fois de Jean d'Ormesson, mais c'est plutôt finalement de voir comment cette phrase peut résonner dans le contexte de la crise sanitaire qui effectivement peut être associée à quelque chose d'inattendu. Alors, je pense qu'on peut dire que cette crise sanitaire, cette pandémie que nous vivons depuis 1 an maintenant, nous ne l'attendions pas. Pour autant, est-ce que ça signifie que nous soyons dans un pur bonheur? Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de voir comment on peut percevoir les résultats, les conséquences, les retombées en fait de cette crise sanitaire, alors même que nous sommes encore en plein dedans. Donc, l'enjeu, c'est de voir comment on peut saisir un peu cette dynamique-là. D'un point de vue finalement scientifique, médical et même historique, je pense qu'on peut dire, sans trop affirmer les choses, qu'on peut s'attendre au fait que les épidémies reviennent. On sait qu'elles ont existé, on sait qu'elles existent encore aujourd'hui et on sait qu'elles reviendront. Et d'ailleurs, on a beaucoup, depuis le début de la crise sanitaire, de discours, notamment d'épidémiologistes, qui tentent à dire que voilà, c'est tout à fait possible que nous rencontrions dans le futur de plus en plus d'épidémies, de pandémies, peut-être pas les mêmes, mais en tout cas voilà, des choses un peu de cette nature-là. Donc du coup, on peut d'une certaine manière savoir et anticiper le fait que les épidémies peuvent exister. Et d'ailleurs, durant la première vague, on a eu beaucoup de références faites à la peste, notamment, avec les différents auteurs qui avaient pu écrire dessus, comme pour essayer de savoir comment penser finalement une telle situation. Alors, une telle situation, finalement, qui, de toute évidence, je pense, vous en serez d'accord, nous a bouleversés finalement dans la société dans laquelle nous vivons et laquelle nous sommes, en fait, cette société, dans à la fois ses dimensions collectives, et je vais en parler un petit peu juste après, mais aussi dans ses plus infimes parties, et les plus infimes parties de la société, eh bien c'est nous, ce sont les individus. Et donc du coup, tout l'enjeu, c'est de savoir comment, d'un point de vue tant individuel que collectif, on a réagi et agi par rapport à cette crise sanitaire. Tout l'enjeu de la réflexion sur la notion d'adaptation que je réaborderai tout à l'heure pour essayer de questionner un peu les choses. Peut-être quelques éléments un peu factuels qu'on connaît bien, mais qui sont importants à rappeler. Finalement, on a vu déjà, pour citer quelques domaines, que le politique, en tout cas la sphère politique, a dû et doit encore faire appel à la sphère scientifique pour savoir comment décider, quoi décider, pour savoir comment établir des règles qui soient les plus justes, dans le but d'atteindre un objectif fixé, qui est celui qu'on connaît tous et peut-être qu'on attend tous, lutter contre l'épidémie et revenir finalement à une situation qui serait plus satisfaisante. Et donc finalement, on est dans cette inattendue qui a confronté aussi la sphère politique et dont on a bien vu qu'elle-même était confrontée à cette incertitude qu'on a beaucoup évoquée la dernière fois. D'un point de vue économique aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à questionner parce que finalement, dans une société qui est bouleversée dans la façon de s'organiser, dans la façon de fonctionner, dans la façon de produire, face à des secteurs de métiers qui ont dû s'arrêter, face à d'autres qui ont dû se réorganiser, et bien du coup, il y a aussi des choses qui ont vu le jour. Et c'est intéressant, je crois, pour nous de citer le cas de la France, qui quand même a mis un système d'aide assez particulier. Si on devait comparer à d'autres pays, je pense qu'il y a des travaux en ce sens qui seront faits. Ce serait intéressant de voir comment les États, comment les sociétés ont pu soutenir finalement cette vulnérabilité induite par la crise sanitaire, quelquefois touchant beaucoup plus certains secteurs de métiers que d'autres. Je vous rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des secteurs de métiers qui n'ont toujours pas bougé en fait finalement. Alors c'est pas qu'ils ne bougent pas, c'est juste qu'ils n'ont pas l'autorisation de faire et de refaire. Et donc du coup, c'est même difficile à penser en se disant que ça fait 1 an qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu travailler finalement. Et donc du coup, ça pose énormément de questions, notamment de ce point de vue économique, puisqu'il est question aussi de savoir comment soutenir de ce point de vue-là ces secteurs de métiers. Et finalement, c'est intéressant aussi de faire le lien avec la question du monde professionnel. Je trouve que c'est quelque chose qui est interpellant parce que justement, comme je vous l'ai dit juste avant, la crise sanitaire a nécessité qu'on travaille autrement, voire parfois qu'on ne travaille plus, mais qu'on travaille aussi autrement. Parfois pour le pire et parfois peut-être pour le meilleur. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. Pour le pire, alors je pèse mes mots, bien évidemment, j'exagère volontairement, mais
peut-être quand même qu'on peut le dire, travailler en tant que soignant lors d'une première vague dans un service de réanimation, dans parfois quelque chose qui a été caractérisé comme un chaos finalement, face à un manque de ressources, un manque de disponibilité voilà, des masques ou des choses comme ça, c'était repenser son travail dans des conditions de l'ordre de l'extrême qui finalement voilà, ont bouleversé et ont aussi tout de même beaucoup interpellé et encore aujourd'hui. Si je vous disais juste avant, pour le meilleur, c'est aussi qu'on a vu se développer finalement toute cette notion de travail à distance. Et aujourd'hui, on travaille un peu à distance, hein, et ça marche bien. Et cette notion de télétravail, et je trouve qu'effectivement, peut-être que la crise a impulsé ou en tout cas a accéléré une volonté de repenser la façon dont on travaille d'une certaine façon. Cet inattendu de la crise a finalement impulsé peut-être une pensée sur comment pouvons-nous travailler, sur quel rythme, dans quel lieu, etc. Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, ce qui se passe en raison d'une crise sanitaire va avoir des traces pour la suite des choses. D'accord ? Donc, c'est ça qui va être intéressant de garder en tête, en fait, finalement, c'est que ce sur quoi la crise sanitaire nous a saisis, puisqu'elle était inattendue et nous a obligés à nous organiser, dans quelle mesure va-t-on en prendre acte pour la suite des choses et en garder une trace sérieuse ? Et donc, cette question du télétravail est un exemple parmi tant d'autres. Et finalement, on pourrait aussi évoquer des initiatives citoyennes, des initiatives sociales. Je pense qu'on a tous et toutes été interpellés par des choses qui ont pu être mises en place au moment notamment de cette première vague, beaucoup plus inattendue finalement, mais aussi qui ont pu durer un petit peu dans le temps, mais qui me semblent intéressantes à questionner parce que finalement, voilà, on a pu voir se développer des aides aux personnes un peu isolées, des personnes âgées un peu seules chez elles, avec du portage de repas, une aide pour des démarches administratives, des choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ça s'est développé dans le cadre d'une crise, mais en même temps, c'est intéressant de dire que cette notion d'isolement, elle n'est pas nouvelle par rapport à la crise sanitaire. Et que du coup, si cette crise sanitaire a le mérite d'avoir mis le doigt sur certaines choses, peut-être une fois encore, ça, c'est une occasion, et je dis bien occasion, d'en garder une trace pour la suite, de ne pas penser que l'isolement n'est dû qu'à la crise sanitaire, même s'il en a été exacerbé, mais que c'est une réalité. Donc je parle des personnes âgées, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Je vous parlais des jeunes la dernière fois, des étudiants, mais même d'autres parties de la population, et vous parliez de personnes vulnérables. Et je pense qu'un des enjeux, finalement, de cette adaptation à la crise qui doit faire sens pour la suite des choses, c'est de garder le positif et de le reconnaître aussi, d'une certaine façon. Et donc, in fine, vous l'aurez compris, finalement, c'est le niveau individuel qui est très intéressant et qui se retrouve dans chacune des choses que j'ai pu dire, puisque finalement, toute la question, c'est alors de savoir comment, en tant que personne, comment en tant qu'individu, pouvons-nous affronter cet inattendu que je vais questionner juste après. Cet inattendu, je pense qu'on peut se permettre d'associer à la notion d'incertitude qu'on a beaucoup interrogée après. Et c'est vrai que pour faire écho d'une certaine manière à la phrase de Jean d'Ormesson sur le bonheur qui naîtrait de l'inattendu, ce que j'aimerais questionner avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut réagir en situation d'inattendu et d'incertitude sans nier le fait qu'il y a des bouleversements, il y a des fragilités, il y a de la vulnérabilité. Mais il y a peut-être d'autres choses. Et c'est un peu le sens de ce propos aujourd'hui. Alors, l'inattendu, parlons-en. Je trouve que c'est une notion fort intéressante, qui n'est pas justement sans rappeler le dernier rendez-vous que nous avons eu ensemble, qui visait justement à penser notre rapport au temps dans le cadre de la crise sanitaire. Ça nous rappelle cela parce que finalement, l'inattendu est une question liée au temps. En tout cas, c'est une affaire que l'on peut dire qu'elle est dans le temps, précisément parce que l'inattendu vient qualifier quelque chose que l'on n'attend pas, quelque chose ou quelqu'un que l'on ne pensait pas rencontrer, finalement quelque chose ou quelqu'un par rapport auquel on n'est pas en posture d'attente, d'une certaine façon. Et donc, d'une certaine façon, on est dans le temps, on est dans cette réflexion sur le temps. Alors, peut-être qu'il est intéressant, je trouve, et vous me direz par la suite si vous êtes d'accord, peut-être de nuancer un petit peu les termes. Quand j'ai essayé de comprendre cette notion d'incertitude, je me suis questionnée sur la notion d'imprévisible et la notion de l'imprévu, si on peut lier les deux. Et finalement, si je pense qu'on ne peut pas prévoir l'inattendu, parce qu'il nous saisirait réellement, peut-être qu'on peut prévoir les imprévus d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on passe notre vie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, à prévoir les imprévus.
C'est-à-dire que conscient et fort d'une expérience qui nous a fait parfois rencontrer des choses que nous ne souhaitions pas rencontrer, mais dont nous avions l'idée de pouvoir les rencontrer, eh bien, on prévoit, on s'équipe, on s'organise, on fait en sorte. Et d'ailleurs, la petite phrase qui caractérise ça, c'est le « au cas où ». Vous savez, quand on va se balader, ben, on prend quelque chose dans son sac, au cas où j'ai soif, au cas où je me blesse, au cas où. Donc finalement, cette notion d'imprévu, d'imprévisible, c'est quelque chose finalement dont on espère qu'on ne le rencontrera pas, mais dont on a quand même la petite idée que ça peut arriver. D'accord ? Et je pense que c'est cette notion d'imprévu, imprévisible, à voir si on les lit, eh bien, est davantage associée finalement peut-être au quotidien ou à des choses, voilà, des choses de l'ordre de l'ordinaire du quotidien. Et c'est peut-être pas une notion que l'on utilise pour les épreuves que l'on peut rencontrer, comme la maladie, comme les accidents, les catastrophes, la mort, ou même une crise sanitaire qui a bouleversé à bien des égards une vie. D'accord ? Donc, je pense que c'est aussi une question de terme qui n'est pas inintéressante. Et finalement, quand on essaye de comprendre l'inattendu, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que l'inattendu échappe à toute anticipation, parce que justement, il est contre toute attente. On ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir idée que les épidémies existent, mais est-ce qu'on peut dire que nous attendions à une telle chose ? Et finalement, un exercice qu'on peut faire pour soi-même pour essayer de comprendre si finalement c'est de l'inattendu ou de l'imprévisible, si finalement vous avez dit il y a 1 an en arrière que aujourd'hui, donc 1 an plus tard, nous devrions rentrer à 18h rapidement, nous devrions restreindre considérablement nos rapports sociaux, nous ne pourrions pas sortir dans la rue sans masque, la vie serait autre. Est-ce qu'on l'aurait cru ? Est-ce qu'on l'aurait pensé possible ? Je me pose tout le temps cette question quand voilà, je vais quand même dans la rue, que je vois tout le monde avec son masque, je me dis quand même c'est fou, jamais on n'aurait pensé en arriver là. Alors même qu'on connaît le fonctionnement de pays comme la Chine ou des choses comme ça, je pense qu'on peut dire que là où l'imprévisible peut se jauger, peut-être en disant que voilà, on sait que ça peut arriver, on peut le moduler, l'inattendu est plus fort et plus intense et finalement nous saisit. Quand on est saisi par quelque chose, c'est que voilà, on est pris de court d'une certaine façon. Et bon, je trouve assez intéressant de voir un petit peu nos positions par rapport à ça. Alors, du coup, quelle est la place que notre société fait à l'inattendu, d'un point de vue général, que ce soit dans le cadre de la crise sanitaire ou que ce soit en dehors de la crise sanitaire. Il faut qu'on se dise une chose, je pense, c'est que la notion d'inattendu est liée à la notion de contingence. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais finalement, l'inattendu, le fait de se confronter à l'inattendu, vient dire la contingence de notre existence. Il y a des choses qui sont nécessaires dans la vie. Le fait de naître pour pouvoir vivre, pas le fait de naître, parce que ça peut être contingent. Le fait de devoir vieillir, le fait de devoir mourir, c'est des choses nécessaires, en tout cas encore aujourd'hui, avant que la médecine nous donne une solution à tout ça. Mais il n'est pas nécessaire que la vie soit comme ça ou comme ci. Il n'est pas nécessaire que les choses soient ainsi. Elles auraient pu être autrement. Elles auraient pu ne pas être. C'est ça que vient dire la contingence. Pardon. Et donc finalement, quelle place notre société laisse-t-elle à la contingence et donc à l'inattendu ? J'ai envie de mettre en avant le fait que nous sommes quand même dans une société de gestion du risque. Une société qui essaye de se parer finalement le plus possible de structures, de procédures pour se confronter au risque. Il n'y a qu'à voir la place des assurances dans nos vies. Parfois, on en a vraiment beaucoup d'une certaine manière. Et d'ailleurs, dès qu'il nous arrive quelque chose, ah ben non, ça ne rentre pas dans le risque qu'on avait prévu. Mais on essaye d'anticiper les risques. On est aussi dans une société avec une prédominance de la technologie, une technologie qui programme, une technologie qui anticipe, une technologie qui essaye de rationaliser. Et on est aussi dans une société où on valorise beaucoup l'autonomie, l'autodétermination, face des fois à la vulnérabilité, donc c'est important d'y penser. Et donc finalement, est-ce qu'on est prêt à faire la place à la fois à cette contingence, à cet inattendu, et donc, pour rejoindre ce que disait Pierre en introduction, à la vulnérabilité. Moi, je renvoie toujours cette question, quelle est la place que nous faisons à la vulnérabilité dans la société ? Eh bien, ça rejoint notre sujet. Est-ce qu'on est prêt à se confronter à l'inattendu dans la dynamique de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Donc, bon, ça me paraît assez intéressant. Mais finalement,
si on devait reprendre peut-être un vocabulaire philosophique, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étonnement de la crise sanitaire. Alors l'étonnement, c'est une posture proprement philosophique. Les philosophes les plus anciens, comme les Grecs, s'étonnaient, et c'était pour eux la définition même de la philosophie. Aujourd'hui, d'un point de vue général, et aujourd'hui ensemble, avec cette conférence, nous nous étonnons, dans le sens où nous nous questionnons, dans le sens où nous essayons de comprendre le sens de tout ça, de voir le sens de certaines actions, le non-sens de certaines autres actions. D'accord ? Alors que finalement, la crise, quand elle est venue, quand elle nous a rencontrés d'une certaine manière, nous n'étions pas dans l'étonnement, mais plutôt dans la surprise. Là où l'étonnement vient de l'intériorité de celui qui se questionne, suppose la conscience de celui qui s'étonne, la surprise vient de l'extérieur. Vous voyez ? Et je pense que la crise sanitaire est venue vraiment de l'extérieur. Et donc, je repose cette question, même si vous voyez que c'est un peu le fil conducteur de mon propos, hein, de quoi cet inattendu est-il l'occasion ? D'accord ? Et l'occasion au sens fort du terme, quelque chose qui arrive, quelque chose qui nous surprend. Alors, avant d'essayer peut-être de répondre à cette question, j'aimerais interroger, ou en tout cas questionner avec vous, une autre expression qui était présente dans le sujet, et qui est la notion de faire face, que je trouve absolument intéressante. Et j'espère vous convaincre qu'elle l'est. Je vais essayer de vous expliquer en tout cas. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que finalement, quand on fait l'effort d'aller regarder la définition de cette notion-là, on y voit différentes choses. La première, c'est que faire face à quelque chose ou faire face à quelqu'un, ça suppose une rencontre. Parce que faire face, ça veut dire être en face. Donc ça suppose la notion de rencontre que je re-questionnerai un petit peu plus tard, juste après. Faire face aussi, ça suppose potentiellement de ne pas aller dans le sens des choses. En témoigne d'ailleurs l'expression faire face à l'ennemi. Et là, l'ennemi est associé au virus. On veut faire face contre lui, ça veut dire qu'on veut lutter contre lui, on veut s'opposer à lui pour prendre le dessus sur lui. Donc ça veut dire ne pas aller dans le sens des choses. Mais faire face, ça peut vouloir dire aussi aller dans le sens des choses, dans le sens de ce qui est, dans le sens de ce qui arrive, d'assumer les conséquences, même si elles ne dépendent pas de nous, même si elles ne viennent pas de nous, d'accord ? Et donc, du coup, essayer d'aller dans le sens des choses telles qu'elles arrivent. Et enfin, faire face, ça peut aussi vouloir dire le fait de prévoir, de s'équiper, de se parer de quelque chose pour pouvoir être, prêt si quelque chose arrive. Alors, de ce point de vue-là, faire face à l'inattendu, c'est presque même paradoxal parce qu'on ne peut pas s'équiper et anticiper quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais par contre, on peut y voir du sens par rapport aux expressions précédentes. Alors, quoi qu'il en soit, finalement, dans cette notion de faire face, ce qui est intéressant, c'est que, et je pense que vous en serez d'accord, c'est qu'il y a la notion de difficulté. Faire face à quelque chose, ça laisse supposer que nous avons en face de nous quelque chose qui nous paraît être difficile, qui nous paraît être complexe, en tout cas qui ne va pas de soi, qui ne coule pas de source. D'accord ? Donc je pense qu'il y a ça et on peut être d'accord sur ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que du négatif, ça veut dire qu'il faut reconnaître ça. Alors j'aimerais du coup faire une remarque supplémentaire et j'espère que je suis bien dans les temps. Pierre, n'hésitez pas. On est bon ? Ouais. Donc du coup, cette notion de faire face, je la trouve assez intéressante parce que si on va un petit peu plus loin, disons dans l'interprétation de cette notion-là, en anglais, faire face, ça se traduit to face. Et la notion de face en anglais, ça veut dire quoi ? Eh bien, la notion de visage. Et je trouve que, et c'est pour ça que ça me fait écho à ce que vous disiez, Pierre, tout à l'heure en introduction, je trouve que effectivement, l'une des choses qu'il faut qu'on réfléchisse dans cette crise sanitaire, c'est que faire face à la crise sanitaire et ses défis, c'est bien avoir en tête le fait qu'on a rencontré des personnes, notamment des personnes qui sont vulnérables, et faire face à cette crise sanitaire, c'est bien prendre conscience qu'il y a de l'individualité, qu'il y a des vulnérabilités, et qu'il faut qu'on puisse en tirer les conséquences par la suite. Et si j'insiste sur la notion de visage, c'est que d'un point de vue éthique, c'est une notion qui est forte, c'est une notion qui est importante. Le philosophe Emmanuel Lévinas nous rappelle bien que c'est en l'autre son visage qui appelle ma responsabilité. C'est en l'autre son visage qui permet d'instaurer une relation éthique. Et finalement, cette notion de faire face, que j'interprète un petit peu à ma guise, vous le voyez bien, je pense qu'il faut en retenir le fait qu'il y a des plus vulnérables dans cette crise sanitaire et cela a été mis en exergue. Et je pense qu'il faut en tirer les conséquences pour la suite.
Il faut en tirer les conséquences sur la relation, sur la responsabilité et sur ce qui doit se jouer dans le prendre soin. Et je vous rejoins totalement dans le sens que vous en donnez. Le prendre soin, c'est dans la santé, mais ce n'est pas que dans la santé. Et cette crise a eu le mérite de déployer cette notion de prendre soin dans différents domaines. La santé, bien évidemment, mais aussi la société, le social, les relations interindividuelles, l'associatif. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui me semble être assez important. Alors, je continue pour pouvoir avancer et pas prendre tout le temps, bien évidemment. Ce qui me semblait intéressant à la lecture du sujet, en tout cas à la lecture de la demande de la Fondation Après Tout par rapport à cette notion d'inattendu, cette notion de crise sanitaire, c'est que la notion de rupture me semble assez éclairante. La notion de rupture qui est une notion, alors qui est un mot qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours, soit parce qu'on le connaît, soit parce qu'on a expérimenté dans nos vies une rupture, mais qui en devient depuis quelque temps presque une notion philosophique. Et il y a des philosophes qui se sont interrogés sur cette notion de rupture, et parmi elles, notamment une qui s'appelle Claire Marin. Je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas, je vous invite à aller la connaître parce qu'elle est très intéressante. Et du coup, pour simplement comment dire, ouvrir cette réflexion sur la rupture, je vous ai mis quelques mots de la couverture en fait de son ouvrage qui s'appelle Rupture, justement, que je me permets de vous lire parce que je trouve que c'est intéressant et que je commenterai après si vous en êtes d'accord. Donc je cite Claire Marin. Qu'elles soient joyeuses ou tragiques, les ruptures, visibles ou non, les ruptures rythment notre existence, nous transforment, nous remettent profondément en question. Comment conjuguer ces bifurcations de nos vies, que sont les ruptures, avec l'idée de notre identité une et constante? Nous révèle-t-elle la multiplicité de nos identités possibles ou le fait que nous nous affirmions progressivement au fur et à mesure de ces accidents de la vie? Nous épure-t-elle ou nous démolisse-t-elle? Pour la philosophe Claire Marin, la définition de notre être est tout autant dans nos sorties de route que dans nos lignes droites, dans les accros au contrat que dans le contrat lui-même. Naissance, deuil, séparation, nouvel amour, besoin d'ailleurs, crise sanitaire, on pourrait rajouter, nos oscillations, nos vacillements, fragilisent nos représentations, ébranlent nos certitudes, certes, mais ils soulignent aussi fondamentalement la place de l'imprévisible et questionnent notre capacité à supporter l'incertitude, à composer avec la catastrophe et en les surmontant, à parfois démarrer une nouvelle vie. Alors je vous le demande, maintenant d'une façon rhétorique et directement tout à l'heure, finalement, dans quelle mesure cette crise sanitaire est-elle une rupture et surtout, qu'est-ce qu'elle nous permet de mettre en œuvre et potentiellement de démarrer? Alors, quelques éléments supplémentaires par rapport à cette notion de rupture. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est important, c'est que toute rupture demeure une déchirure. C'est-à-dire que quelque chose qui déchire, c'est pas quelque chose de propre, c'est pas quelque chose de net, c'est quelque chose voilà, qui reste en nous d'une certaine façon. Et si cette crise sanitaire est une rupture, je pense qu'on va avancer avec la conscience de ce que l'on a vécu, avec la conscience de ce qui s'est joué, et ça c'est important qu'on le garde, de toute évidence. Claire Marin explique que nous, les êtres, les individus, on est peut-être plus rompus que rompants. Alors, je l'explique plutôt, c'est-à-dire que finalement, nous subissons peut-être un peu plus les ruptures que nous ne les initions. Alors, même si on décide de rompre à un moment donné avec son travail, avec son compagnon, avec n'importe quelle chose dans la vie, on subit toujours. La rupture, c'est quelque chose que l'on subit, mais ça n'est pas une fin en soi, d'une certaine façon. Mais le fait est que dans cette notion d'être rompu, moi, ça me fait penser à cette expression, être rompu à quelque chose. Et quand on est rompu à quelque chose, eh bien là, subit quelque chose d'important, enfin surgit quelque chose d'important, c'est une puissance de résistance. Être rompu à quelque chose, c'est être habitué, c'est être encore là, c'est encore agir. Et c'est dire que si la rupture peut déchirer, si la rupture peut nous saisir, elle peut aussi d'une certaine manière être naissance de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important à mettre peut-être en exergue avec le fait qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une époque de la rupture écologique, économique, sanitaire. Alors écologique, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une crise environnementale dont on sait que si on n'agit pas plus que ça, les conséquences se font de plus en plus sentir et bientôt, et déjà de façon irréversible. Économique, parce que les crises économiques existent et elles existent aujourd'hui, elles perdurera encore un peu de temps.
est sanitaire, ou bien parce que une crise sanitaire comme celle que nous vivons est de l'ordre d'une rupture, et peut-être que nous en vivrons d'autres aujourd'hui. Ce que dit Claire Marin par rapport à ça, c'est que certes, on est dans une époque de la rupture, mais il faut qu'il y ait aussi une pédagogie de la rupture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne acte de ce que la rupture vient rompre et de la manière dont on peut saisir les choses par la suite. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pour finir sur cette idée de rupture, et puis pour continuer, et finir le topo prévu cet après-midi, je me permets une autre citation, vu que j'avais un peu plus de temps cette fois, du coup je vais vous lire un petit peu plus de mots qui sont essentiels à notre sujet de cet après-midi. Je cite, « Toute vie n'est-elle pas, comme dit Deleuze, une phrase un peu folle, avec ses changements de direction, ses bifurcations, ses ruptures et ses sauts, ses étirements, ses bourgeonnements, ses parenthèses. La vie est bien plus indécise, imprévisible, incertaine. Les orages s'abattent brutalement sur la légèreté, les tragédies s'inscrivent et se répètent jusqu'à devenir banales. » Alors, la fin de cette citation représente assez finalement la pensée de Claire Marin, où elle dit que toutes les ruptures n'aboutissent pas à quelque chose de nouveau et quelque chose de renouvelé. Il y a des ruptures qui sont de réel gâchis. Il y a des ruptures qui restent des difficultés, qui ouvrent vers le fait de répéter les mêmes problèmes. Mais tout l'enjeu, c'est de savoir ce que l'on fait des ruptures. Et donc, j'aimerais cheminer en cette direction pour continuer un petit peu. Et avant cela, simplement, j'ai eu du mal à ne pas vous mentionner ça parce que ça me parlait un petit peu trop, en fait, finalement, en travaillant ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en suis sûre que oui, Paul Ricoeur, un philosophe fort intéressant, pour essayer de penser cette question d'une certaine manière du fondamentalement autre qui peut toucher nos vies. Et il nous rappelle à juste titre que notre identité, que ce soit notre identité individuelle ou collective, se caractérise certes par des choses qui demeurent, par des choses qui durent, par des choses qui sont les mêmes d'une certaine manière, mais aussi par des choses qui sont fondamentalement autres. Alors, des choses qui sont autres et dont on peut s'attendre qu'elles arrivent. Voilà, on sait qu'on va rencontrer des personnes, on sait qu'on va changer de métier, on sait qu'on va déménager. Mais il y a aussi du fondamentalement différent. Et je pense que cette crise sanitaire intervient au sein même de nos identités comme du fondamentalement différent qu'on n'attendait pas, mais pour autant qui va caractériser l'identité que nous sommes tant nous-mêmes, individuellement, que collectivement. Je ne vois pas comment on ne peut pas ressortir différent déjà aujourd'hui et demain, d'un tel moment de société, en fait, si vous voulez. Et je l'espère, c'est un espoir, peut-être plus qu'une certitude, qu'il y a des choses qui resteront et d'autres qui serviront de leçon, si on peut dire les choses comme ça. Alors, finalement, la dernière chose que je voulais voir avec vous, d'une certaine manière, c'est bien une réflexion sur la notion d'adaptation, qui me semble être fort intéressante. Parce que finalement, toute la question est de savoir est-ce que la crise sanitaire nous a montré finalement dans notre capacité à nous adapter, dans notre capacité à répondre aux exigences de l'environnement, d'un contexte, d'une situation de restriction. Est-ce que finalement, cette crise sanitaire nous a permis de démontrer notre formidable adaptabilité en tant qu'être humain? C'est une question que je me pose. Alors peut-être pour travailler un petit peu sur les mots et refaire référence à quelque chose que je vous avais déjà mentionné la dernière fois, mais que cette fois j'ai plutôt lu et investigué pour la thématique de cet après-midi. Finalement, on s'interroge sur notre posture face à cette crise sanitaire. Est-ce qu'on s'est adapté? Est-ce qu'on a improvisé? Est-ce qu'on s'est laissé vivre? Est-ce qu'on est resté passif? Qu'est-ce qu'on a fait d'une certaine manière? Et est-ce que s'adapter et improviser, c'est la même chose? Pour certains, l'adaptation, en fait, dit quelque chose d'assez passif, qui relèverait un petit peu du pâtir et qui nous amoindrirait un petit peu dans notre puissance d'action, dans notre autonomie. Et donc, du coup, l'improvisation serait plus favorable comme terme parce que ça dirait quelque chose de l'ordre de la création, de la construction, du renouvellement. D'accord ? Alors que d'autres, et je pense notamment à Frédéric Worms, qui explique que le terme d'improvisation, pour parler aujourd'hui en mars 2021, lui parle assez peu précisément parce que si on peut improviser quand on n'a aucun élément, aucun repère, ce qui était le cas au début de la crise sanitaire, aujourd'hui c'est difficile de parler d'improvisation parce que ça signifierait impréparation. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impréparé dans plein de domaines, et le domaine de la vaccination nous montre bien qu'il demeure quand même des choses qui nous échappent dans l'organisation, dans la préparation qu'on devrait avoir dans une crise sanitaire. Néanmoins, il y a d'autres choses, d'autres repères que l'on a, notamment dans le secteur médical. On voit que les hôpitaux s'organisent différemment aujourd'hui, même s'il y a toujours une tension, bien évidemment. Et donc, l'improvisation
serait probablement moins adapté que cette notion de reconstruction, de renouvellement. Mais plus encore, et c'est la notion qui attire mon attention et sur laquelle je conclurai finalement, c'est la notion de revivre, qui est très intéressante et qui est proposée par Frédéric Worms et qui fait l'objet d'un ouvrage qu'il a écrit d'ailleurs et que j'ai découvert en préparant cette conférence. Revivre, en fait, c'est peut-être la notion la plus adaptée pour savoir comment agir et réagir en temps de crise sanitaire, à la fois dedans, mais à la fois après. D'accord ? Pourquoi revivre ? Eh bien, parce que revivre a une double dimension. Une dimension peut-être négative, mais aussi une dimension positive. Quand on revit quelque chose, ça peut avoir la dimension péjorative de revivre les souffrances, de revivre ce qui fait mal, de revivre ce qui a été difficile. Mais dans la notion de revivre, il y a aussi la notion de renaître. Il y a aussi la notion de « ah, je revis, ouf, ça fait du bien ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a cette double dimension dont tout l'intérêt, c'est de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre parce que finalement, je pense qu'il faut agir, réagir, s'adapter dans la crise sanitaire en ayant conscience de ce qui s'est passé, donc en n'oubliant pas, mais en se donnant la possibilité d'avancer. Frédéric Worms dit en fait, le fait de revivre, c'est comme un printemps qui n'aurait pas oublié l'hiver passé, d'une certaine façon. Et donc, la question, c'est celle de l'équilibre. Alors, bien évidemment, je pose cette question-là en guise d'ouverture. Est-ce que nous en sommes là ? Est-ce que nous en sommes à l'idée qu'on peut revivre, y compris maintenant ? Et d'ailleurs, je vous ai mis en témoignage de ça une du magazine Le 1 magazine, je ne sais pas si vous connaissez. Covid, c'est quand la fin ? Ou encore jeunesse, à quand les jours heureux ? Sous-entendu qu'on attend quelque chose. Et là, on est en attente de quelque chose qui arriverait. De pouvoir revivre selon la façon dont on l'entend. Donc, se balader, voir les gens, dîner. Mais peut-être que l'enjeu éthique, philosophique, individuel, c'est de pouvoir revivre dès à présent, même si les règles n'ont pas encore rechangé, même si finalement les choses n'ont pas retrouvé un cycle normal. Est-ce que l'enjeu, c'est pas d'essayer de revivre maintenant et de trouver les moyens pour le faire ? Et pour terminer, finalement, la notion d'adaptation qui rejoint la notion d'innovation, hein, dans la notion d'innovation, il y a l'idée d'un renouvellement. Est-ce que ce n'est pas l'esprit de notre temps qui nous engage finalement à savoir s'adapter dans un monde qui bouge, dans un monde qui va vite, dans un monde qui de plus en plus nous confronte à de l'inattendu et de l'incertitude ? Est-ce que cette posture-là de l'adaptation, de l'innovation, de l'improvisation ou du fait de revivre, je vous laisse le choix des mots, est-ce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on devrait travailler pour justement prétendre mieux faire face à l'incertitude ? Je vous remercie pour votre attention. Merci Élodie. Je crois qu'on est tous restés, enfin, en ce qui me concerne, très concentrés sur ce qui était dit. J'ai vu passer quand même des commentaires, donc on va laisser à Vincent la parole pour essayer de faire des paquets ou des petites synthèses ou de voir quelles questions cette conférence a pu poser. En tout cas, merci à Élodie de faire de temps en temps un petit peu l'ouvre-boîte et d'ouvrir nos cerveaux. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Élodie, une première remarque, c'est au fur et à mesure que tu parlais, se constituer un glossaire d'un certain nombre de notions et qui peut donner un certain nombre de thèmes pour de prochains webinaires, puisque par exemple, il y avait la question, mais qu'est-ce la vulnérabilité ? Qu'est-ce que ça veut dire règle juste ? Qu'est-ce que c'est l'imprévu, l'imprévisible ? Et là, tu as déjà donné un certain nombre de réponses, etc. Donc, ça montre toute l'importance de l'utilisation des mots, et j'ai envie de dire des mots ajustés, voire même de les expliciter. Il y a eu un très bon exemple sur faire face, où tu as dit que la même expression peut être comprise de différentes façons. Alors, une deuxième remarque, et ça va être plutôt, il y a eu une phrase qui m'a un petit peu interpellé, que je te soumettrai, c'était finalement, voilà, l'expression c'est « l'isolement n'est-il pas aujourd'hui la source d'une solidarité imprévisible ?» Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, l'isolement que nous sommes finalement obligés de vivre à cause des gestes barrières est-il pas en train de permettre une solidarité, mais le mot c'est invisible.
Invisible ou imprévisible? Invisible. Invisible, d'accord. Alors, merci pour ces remarques-là. Donc, ouais, je trouve que la question est intéressante et c'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai pensé aussi finalement parce que dans la contrainte finalement de devoir s'isoler, de devoir finalement se confiner, hein, puisque le mot c'était aussi celui de confinement. Ce qui était intéressant finalement dans le vécu de tout ça, c'est qu'on a vu se déployer en fait des façons très propres et très individuelles aussi pour rester en lien d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça induit aussi un rapport aux proches qui était assez intéressant. Alors, cette notion d'invisibilité, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que je pense qu'elle peut être pensée dans un double niveau, sans être trop manichéenne, mais à la fois dans des aspects peut-être plus qui questionnent et d'autres aspects qui sont fondamentalement positifs. Parce que d'une certaine manière, le fait d'être séparés les uns des autres a été quand même adouci par le fait qu'on pouvait rester en lien grâce aux technologies, grâce voilà, à des choses comme ça aujourd'hui, grâce à des moyens quand même de pouvoir se voir, de pouvoir se parler, de pouvoir communiquer et de ne pas être totalement seul, même si ça se questionne, hein, cette solitude et cet isolement via les technologies. D'un autre côté, et là c'est plus des exemples que j'ai en tête, effectivement, parfois on s'est dit que bah, voilà, même si on ne pouvait pas se voir, aller voir nos proches, par exemple dans des EHPAD ou nos proches à domicile isolé, il y avait quand même ça et que c'était satisfaisant, sauf qu'on a bien vu que pour un certain nombre de personnes, ça l'était moins, parce que c'est bon, une question peut-être de génération, une question de moment de vie, une question de vulnérabilité aussi. Donc du coup, je pense que c'est toute la pensée de la technologie finalement, dans ses aspects positifs et négatifs, dont on doit trouver l'équilibre, hein. Vous parliez de justesse tout à l'heure dans vos remarques. Je pense que cette notion de rester en lien a été aussi redimensionnée avec la crise sanitaire et c'est pareil, il faut qu'on trouve l'équilibre. Je parlais de télétravail, je parlais de l'usage du numérique pour vivre autrement. Je pense que là aussi, ça peut être pour le meilleur, mais à condition toujours qu'on trouve l'équilibre entre le lien physique nécessaire, la présence nécessaire, et puis ce que ça peut nous apporter, ce lien invisible, quoi. Alors, une deuxième, j'allais dire, remarque, c'est finalement la finale, entre autres, nous parle de renaissance, de revivre, etc. J'ai devant moi finalement du soleil et des fleurs. Et puis, il y a eu un moment, le mot que vous avez utilisé, c'est l'étonnement. Et Oui. quelqu'un dit, mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans l'étonnement, je suis dans la lassitude. Donc aujourd'hui, là, on est début mars, on ne sait pas trop où on va, on voit bien l'incertitude de nos politiques. Est-ce qu'il est audible déjà de basculer de cet autre côté alors qu'on est complètement dans la lassitude, de se dire mais quand est-ce que tout cela va finir, d'autant plus que la majorité d'entre nous ne sommes pas vaccinés. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que cette notion de revivre, elle me semblait intéressante. Et c'est pour ça que j'ai questionné sur l'horizon que ça peut être, mais peut-être pas la réalité ici et maintenant. En témoignent les deux unes, hein, que j'ai mis et finalement qui sont assez représentatifs. Vous avez raison de cette lassitude. Parce que finalement, la lassitude dont vous parlez, on l'a évoquée la dernière fois. Et puis, elle est pas nouvelle. Lors du deuxième confinement en novembre, il y a eu une espèce de poids en disant mais non, mais c'est pas possible encore finalement. Et là, finalement, l'horizon un peu positif, c'est ce qui serait rendu possible par la vaccination, mais dont on sait qu'elle est compliquée à mettre en œuvre aussi. Et donc, finalement, moi, ça m'interroge. Hein. Finalement, je pense, effectivement, j'ai posé la question, mais c'était une question qui donnait un petit peu mon avis. Je pense que la posture du revivre est intéressante, mais que nous n'en sommes pas peut-être encore à ce moment-là. J'en suis bien d'accord et loin de moi l'idée d'être, comment dire, de façon optimiste et non réaliste. D'accord, ça c'est quelque chose d'important. Et donc on peut entendre les questions de la lassitude et la question de la vulnérabilité induite par cette lassitude. Et finalement, ça me pose une autre question. Hein. Est-ce qu'on est en capacité de vivre constamment avec une incertitude aussi prégnante en fait? On peut vivre avec une incertitude de certaines choses, de dire, voilà, je ne sais pas comment les choses tourneront exactement dans ma vie, mais bon, j'aurai ma liberté quand même. Mais là, le fait d'être amputé de sa liberté pour choisir où on va et pour se confronter à l'incertitude, c'est un peu plus dur. Donc, moi, ça me questionne toujours sur cette situation-là, dans quelle mesure on peut faire face à l'incertitude dans le temps et dans la durée. Et donc, des choses comme la lassitude, comme la fatigue, comme le ras-le-bol, hein, pour parler un peu familièrement, c'est la réalité, c'est présent. Et donc, du coup, voilà, il faut trouver l'équilibre, voir le positif tout en n'oubliant pas le négatif. Ça ne serait pas réaliste, complètement. Je suis d'accord. Alors, il y a une question alors, qui fait vraiment l'écho à l'actualité de ce jour, puisque depuis ce matin, à chaque
journal d'information, c'est la grande question, faut-il ou pas arrêter la vaccination avec l'AstraZeneca? Et un certain nombre de pays sont en train de dire stop. Et la question, elle est, vouloir se prémunir de l'inattendu et surtout des inattendus devrait-il conduire à renforcer le principe de précaution? Alors, ce principe de précaution en face du danger, du risque, de l'incertitude. Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas comment vous répondre. Mais effectivement, il y a peut-être deux poids, deux mesures finalement dans ce qu'on peut maîtriser et ce que l'on ne peut pas maîtriser. Je pense que dans cette notion d'inattendu, j'ai essayé d'en souligner toute la force en disant que finalement l'inattendu, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas attendre d'une certaine façon, qui nous saisit parce qu'on ne l'imagine tout simplement pas en fait d'une certaine façon. Alors qu'il y a la notion d'incertitude, la notion d'immaîtrisable. Et c'est vrai que pour les effets secondaires, par exemple, des vaccins, c'est quelque chose qui peut rentrer en questionnement. Alors, votre question me fait écho à quelque chose que je voulais dire, mais que j'ai oublié, donc du coup, c'est super, je peux le dire maintenant. Finalement, quand je vous évoquais tout à l'heure, est-ce que dans notre société, on est prêt à faire face à l'inattendu, en tout cas à l'accepter d'une certaine façon, et ça fait écho au fait qu'on est dans une société de gestion du risque où on essaye de développer ce principe de précaution. J'ai pas mal discuté avec une collègue qui était avec nous à l'espace éthique et qui est avocate en dommages corporels, et elle disait que déjà dès le début de la crise, en fait, elle voyait fleurir un nombre d'affaires justement sur des choses qui étaient arrivées et pour lesquelles les gens demandaient compensation, mais finalement ça ne correspondait à rien finalement dans ce qu'elle pouvait connaître parce que c'était tellement inattendu que c'était des situations qu'on ne pouvait même pas encore rationaliser en fait, d'une certaine façon. Et donc, du coup, je pense qu'on va, dans notre société qui vise à essayer de cerner les risques, à les rationaliser, je pense qu'une fois encore, la crise sanitaire ébranle peut-être potentiellement ça parce que c'est des situations un peu inédites d'une certaine façon. Et est-ce que ça doit nous amener à renforcer le principe de précaution? Je me posais aussi la question en préparant le topo, je me dis finalement, qu'est-ce qu'on va garder des gestes un peu d'hygiène de cette crise sanitaire? Et on espère que ce sera bientôt, finalement, on aura retrouvé un rythme un peu normal de nos existences, est-ce qu'on va garder ces précautions un petit peu quotidiennes, le masque, de ne pas faire la bise, ne pas serrer la main dans le monde professionnel? Est-ce que ce principe de précaution de ce qu'on a vécu aujourd'hui va se manifester par des gestes à l'avenir qu'on gardera de ce qui s'est passé? C'est une question que j'ai, je ne sais pas y répondre, mais ça sera intéressant de voir ça parce que du coup, fort de cette expérience-là, j'ai du mal à croire qu'on retourne d'un instant à un autre à quelque chose de tout autre. Alors, il nous reste 3-5 minutes pour ce dialogue à partir des questions. Alors, Bruno avait posé une longue question, je vais prendre sa finale, qui est justement sur danger et risque. Est-ce que nous ne sommes pas simplement en train de hiérarchiser à nouveau les dangers et la fréquence des risques pour faire face à ce qui nous paraît inconcevable, la mort, l'injustice dans la priorisation des soins? C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je sais, une fois encore, ma réponse est plus une réflexion qu'une réponse en tant que telle. Mais est-ce que finalement, tout est rationalisable dans l'anticipation? Est-ce qu'on peut tout anticiper dans ce qui peut nous arriver, dans les risques liés à la santé, à l'environnement, aux pathologies, etc. Et effectivement, il faut bien garder en tête plusieurs choses. C'est que la crise que nous vivons actuellement, qui est une crise sanitaire, donc qui touche la question de la santé et donc qui a donné lieu à des situations qui ont vulnérabilisé, voire mis fin au jour de certaines personnes, eh bien, est une façon de parler de la mort, mais d'une façon un peu étrange. Enfin, je vous parlais du visage tout à l'heure, d'une certaine façon. Moi, je suis toujours gênée finalement tous les jours quand on a chaque jour les chiffres de la mortalité et dont on espère qu'ils se réduisent chaque jour, qu'on réduise les risques, qu'on réduise les contaminés, qu'on réduise les décès. Finalement, ne pas oublier que derrière, et ça rejoint ce que vous disiez, monsieur, je crois, derrière, ce qui se joue, c'est de la vulnérabilité, c'est des personnes, c'est des visages, et ce dont on parle, c'est bien de la mort. Donc, je pose la question, est-ce que cette crise sanitaire a été une occasion et est encore une occasion aujourd'hui de penser et de parler un petit peu plus de la mort? Je ne sais pas si je peux y répondre positivement parce que du coup, ça a mis l'accent sur le fait qu'on ne pouvait pas restreindre l'accompagnement de la fin de vie comme on l'a fait, même si ça a été fait, ça a été quelque chose qui a un peu fait un choc dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de questions éthiques qui se sont posées. Mais voilà, est-ce que effectivement, on parle un peu plus de la mort aujourd'hui? Je vous laisse de penser ce que vous voulez, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
Alors, dernière question, parce que le temps s'achève, Oui. et un peu dans la suite de cela, finalement, est-ce que s'adapter, ça ne serait pas trouver un juste équilibre entre créativité et précaution? C'est intéressant parce que finalement, la notion d'adaptation peut être une composante un peu de ces éléments-là, parce que la précaution dit la conscience de l'expérience, la conscience finalement de ce qui a pu se passer et dont on estime que ça peut réarriver. C'est une espèce d'évaluation qui est basée sur l'expérience, entre autres choses. Alors que la notion de créativité, qui était la deuxième notion évoquée, je pense c'est une notion plus ouverte, plus inédite, plus axée sur le futur d'une certaine façon. Et ça rejoint un peu nos questions du temps, je pense, hein. Est-ce que la notion d'adaptation, c'est pas avancer en conscience de l'expérience et du passé pour essayer d'appréhender un futur et se laisser peut-être surprendre? Alors, le mot est peut-être pas adapté, mais en tout cas, effectivement, se laisser la possibilité de créer d'une certaine façon. C'est la notion même de compromis, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une voie qui soit satisfaisante et qui est une voie nouvelle souvent. Merci Élodie, je redonne la parole à Pierre. Merci à vous, Vincent. Bon, écoutez, merci à vous tous pour cette participation. On s'est engagé à terminer avant 2h, 2h moins 5, on va le faire. Je pense que c'est important. On a choisi ce créneau horaire parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de vérifier si entre midi et 2, c'était un moment plus propice pour tout le monde. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des idées sur la question, à nous le faire savoir, parce que c'est important. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on va certainement recommencer avant l'été une conférence de cet ordre, hein. On ne sait pas encore à quelle heure, on va y réfléchir. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous le faire savoir. Si vous avez des idées de thèmes aussi, hein, parce que je pense que c'est aussi important qu'on puisse ensemble réfléchir à des questions qui ont de l'intérêt pour le plus grand nombre, hein. Et puis, on essaiera de mettre aussi cette conférence en accès sur le site de la Fondation d'ici, je pense, une semaine, dès qu'on aura pu faire tout le travail qu'il y a à faire autour de ce genre de films pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Voilà, merci encore à vous tous. Merci à Élodie pour votre conférence. Merci à vous. Merci à Vincent pour ces synthèses pertinentes sur les commentaires qui ont pu être faits. J'espère qu'on a répondu au plus grand nombre. J'en ai l'impression. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Et puis, comme on est vendredi, un bon week-end et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et au revoir à tous. Au revoir.